Salut, c'est Daniel Mermès, là-bas si j'y suis, avec Emmanuel Todd et François Ruffin, quand on gobe une noix de coco ou le grand détraquage. Voilà, et bien avec nous aujourd'hui deux politologues qui s'appellent François Ruffin, bien connu des auditeurs de là-bas si j'y suis, et un autre politologue qui est plus que politologue, comme Ruffin n'est pas seulement politologue, qui est Emmanuel Todd. De quoi est-ce qu'on va parler ? On va partir peut-être des petits bouquins que sort François Ruffin chez Fakir, des petits bouquins pas chers d'ailleurs. Il y en a un qui s'intitule « Faut-il faire sauter Bruxelles ?» La réponse, à mon avis, c'est oui. On la met à la fin du livre pour maintenir le suspense. Voilà, jusqu'au bout. Et puis un autre bouquin, Pauvres actionnaires, 40 ans de discours économique du Front National passé au crible par François Ruffin lui-même, suivi d'un entretien avec Emmanuel Todd. C'est écrit un tout petit Emmanuel Todd. Mais enfin, quand même, c'est une partie du bouquin. Alors, on va peut-être partir de ça, ou plutôt, avant d'aller vers ces thèmes qui sont suggérés, le Front National, l'Europe, on va peut-être vous demander, par exemple, à Emmanuel Todd, vos réactions. On est lundi, lendemain du premier tour des élections municipales. On sait votre approche à travers la démographie de notre société, de notre culture, des profondeurs de ce pays. Est-ce que, au vu des résultats de ce premier tour, vous voyez une coïncidence et des affinités entre votre travail et ces résultats? Oui, je pense que je suis un peu comme tout le monde en ce moment. Je pourrais faire un numéro de genre, je ne suis pas très surpris par les résultats. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une poussée du Front National qui est dans un sens normal, c'est-à-dire vu les niveaux de nullité auxquels on est arrivé au niveau gouvernemental et d'irresponsabilité auxquelles on est arrivé dans la droite dite classique, ça aurait été quand même super étonnant, dans l'ambiance de décomposition économique actuelle et de ridicule international européen, ça aurait été assez étonnant que le Front National ne fasse pas un bon score. Et il l'a fait. Mais d'un autre côté, je suis aussi frappé par le caractère encadré de la percée du Front National et par en fait une certaine capacité inerte conservatrice de la société française. C'est-à-dire quand on regarde les zones de poussée du Front National et les régions où il est vraiment menaçant, en situation de prendre des mairies, c'est-à-dire le Nord, Hénin, ou la région Béziers, Perpignan et ces coins-là, ce sont des zones sinistrées, en fait. Pas simplement sur le plan économique et moral. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de désintégration des sociétés locales. Et donc, c'est là-bas, c'est dans des endroits assez particuliers, pour moi, que le Front National... Enfin, on verra au deuxième tour, si on n'a pas le deuxième tour. Mais il y a aussi une analyse un peu paradoxale du fait que, au-delà de la décomposition économique, la société française ne va pas aussi mal qu'on le dit. L'État social n'est pas mort, il y a toutes sortes de paramètres démographiques qui vont bien. Donc c'est une société qui est effectivement en train de se déliter sur les bords, par le bas, pour toutes sortes de raisons sur lesquelles on peut revenir. Et bien donc c'est normal d'avoir une poussée du Front National, poussée de l'extrême droite. Puis les socialistes, la droite, sont toujours là, commentés, de plus en plus endormis à la télévision. C'est vrai que le dialogue... J'ai regardé hier soir le résultat électoral, ce pays de droite et de gauche. Je ne sais pas si c'était moi ou si c'était eux, mais je les ressentais comme étant pas vraiment dans le truc. Donc on voit bien que le conflit de droite-gauche est pour une bonne part une vaste comédie. Donc je suis pas... Voilà. Et François Ruffin, qui vient d'Amiens, t'es venu d'Amiens ce matin directement jusqu'ici. T'es aussi serein qu'Emmanuel Todd? J'ai pas dit que j'étais serein, c'est horrible. J'ai entendu ça. Oui, non, ça mais va dire qu'une société n'est pas au bord de l'effondrement, ça n'est pas être serein. J'aurais pu dire, c'est hallucinant, la société française est sortie de l'histoire. Vous voyez, c'est la Belle au bois dormant, c'est juste ridicule. Non, serein n'est pas le mot.
Alors, moi, vous voulez une vision picardo-centrée, donc je vais vous l'offrir. Concernant le Front National à Amiens, par exemple, au hasard, il était absent, il a été quasiment absent pendant 10 années dans la ville. Il n'y a pas eu un tract du Front National de déposer dans ma boîte aux lettres. Pour l'affichage, le candidat du Front National a dit que l'affichage n'était pas sa priorité. Les bulletins sont arrivés trop tard pour que les professions de foi soient glissées à l'intérieur des enveloppes. Donc ça n'était même pas glissé à l'intérieur des enveloppes. Et malgré tous ces handicaps, le Front National fait 15% à Amiens, sachant que Amiens est une ville qui se porte grosso modo mieux que la Somme ou que le reste de la Picardie. Donc je pense que là, il y a quand même une percée réelle du Front National, en tout cas dans ma région. Maintenant, je me propose d'expliquer le raisonnement d'Emmanuel Todd. La pensée d'Emmanuel Todd. Voilà. Je voudrais expliquer le toddisme. Le toddisme concernant concernant le Front National. Je crains le pire, il a un style très particulier. Il y a deux analyses qui, pour moi, se cumulent dans la pensée d'Emmanuel Todd concernant le Front National, mais aussi concernant la situation économique de la France, et ainsi de suite. Le premier type d'analyse, qui est dans l'illusion économique, un bouquin qui est paru à la fin des années 90, c'est en fait un raisonnement de classe. C'est de dire, aujourd'hui, les délocalisations, la mondialisation, la perte du niveau de vie, ça frappe une classe particulière qui est les ouvriers et le reste des classes populaires qui sont frappés en premier lieu. En revanche, la petite bourgeoisie ou les classes éduquées et ainsi de suite échappent à cette mondialisation. Et donc, on a là un phénomène qu'il appelle le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche. C'est-à-dire que le prolétariat ou les classes populaires n'adhèrent plus à la vision optimiste du progrès et de la mondialisation qui va bien se passer et de construisons l'Europe ensemble et s'en défont, se détachent donc en gros du Parti socialiste. Et de l'autre côté, les classes éduquées qui ne sont pas frappées en premier lieu, c'est pas qu'elles adhèrent à cette mondialisation, mais elles l'acceptent par ce qu'il appelle du passivisme. Et donc on a là politiquement quelque chose qui se passe, c'est le divorce de ces deux cœurs sociologiques, avec un électorat ouvrier ou populaire qui part tantôt dans l'abstention, tantôt dans le vote Sarkozy, tantôt dans le vote Front National, et de l'autre côté, les classes éduquées qui demeurent fidèles au Parti socialiste, en gros. Et donc voilà, et ça c'est un raisonnement qui, moi, comme crypto-marxiste, me convenait assez bien, et on disait donc voilà, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut que les classes éduquées se mettent dans la tête, par solidarité avec les classes populaires, que si elles veulent pas qu'elles votent Front National, qu'on lutte ensemble contre cette Europe-là, contre cette mondialisation. Maintenant, il y ajoute un deuxième type de facteur. Et c'est là que ça devient un petit peu plus compliqué. Le deuxième type de facteur, c'est qu'il dit, attention à cette frappe sociologiquement ciblée, il y a ce qui se passe dans le vote Front National, c'est un glissement géographique. C'est-à-dire qu'auparavant, le vote Front National était un vote qui était extrêmement corrélé, très proche des lieux d'habitation des immigrés. Et il y avait une très forte corrélation entre le vote Front National et la présence des immigrés. Et ce qu'il observe, c'est que cette corrélation, elle se distend complètement, voire elle n'apparaît plus du tout. Et il voit autre chose. C'est le boulot que j'ai fait avec le Braz. Hein. Oui, c'est ce qu'on appelle la deuxième couche de Todd. C'est plus dans l'illusion économique, mais c'est dans le mystère français. Donc là, il y a quelque chose qui passe sur le terrain géographique. Et il dit... Regardez, qu'est-ce qui se passe ? Le Front National est en train d'occuper toutes les zones géographiques qui ont fait la Révolution française, tout ce qu'il appelle, en tant que démographe, de tradition libérale égalitaire. C'est quoi ces zones ? C'est le Nord-Pas-de-Calais, c'est la Picardie, c'est la Champagne, c'est la Lorraine, c'est la vallée du Rhône, c'est la Provence. Et on a là toutes ces régions qui ont fait la Révolution française, plutôt jacobines, enfin, ainsi de suite, qui, là, ont un fort vote Front National. Donc là, moi je dis, mais alors là, on peut prévoir une victoire du Front National, si jamais ils arrivent à occuper le cœur politique du pays. Et là, Todd introduit une nouvelle donnée, qui est à l'intérieur de ce... Philippot m'avait dit ça, après une émission. Voilà, alors vas-y, fais Philippot. Non, c'est tout. Non, c'est toi qui faisais Philippot. Florian Philippot lui dit, alors... Florian Philippot dit à Todd, mais alors, si c'est comme ça, le Front National, on va conquérir le pays. Mais il était moins articulé que toi quand même. Mais Todd dit, attention, il y a un souci pour le Front National, c'est-à-dire une chance encore pour la République, c'est qu'il y a le verrou de la région parisienne. Et c'est le cœur politique du pays, c'est la région parisienne. Qu'est-ce qui se passe dans la région parisienne ? On voit vote Front National à Paris, aujourd'hui 7%. Ah oui, c'est tout à fait vérifié par la dernière élection. Oui. Pourquoi ? Parce que dans la région parisienne, il y a un double phénomène, c'est une surreprésentation des éduqués, des gens qui ont un bac plus 2, bac plus 4, bac plus 5, des classes supérieures qui sont surreprésentées, et également une très forte présence des immigrés et des enfants d'immigrés. Et donc finalement, il y a une alliance
objective qui se forge entre ces deux groupes, entre les très éduqués qui refusent de voter Front National et d'être assimilés au Front National, et évidemment les immigrés et les enfants d'immigrés qui sont fortement présents en région parisienne. Et donc là, il y a comme un verrou au milieu de tout ce qu'il appelle la zone de tradition libérale égalitaire qui se fait, et qui fait que là, il y a une tension. On ne peut pas dire que le Front National, il emporte dans le pays, parce qu'il y a quand même ce cœur politique du pays qui continue à résister, quoi. Emmanuel Todd, comment vous expliquez qu'un gars comme François Ruffin se gourre depuis des années? C'est-à-dire que François Ruffin, il nous a dit « je suis crypto-marxiste ». C'est-à-dire qu'il appartient à un courant qui est celui qui, au début des années 90, avec des gens comme celui du monde diplomatique, ont dénoncé l'horreur économique. Il appartient à ce courant qui est passé par Attaque, qui a été cette dénonciation des effets du libre-échange, la critique de la construction européenne, qui en 2005 a été si vaillant pour aboutir au traité constitutionnel européen, etc., qui est passé par le NPA, par Beauvais, par Mélenchon, etc. Non mais voilà, tout ce courant-là est complètement dépouillé, complètement à plat maintenant, et toutes les idées qui ont été montrées, tout ce qui a été mis en lumière, en valeur par tous ces gens-là depuis 25 ans, Marine est arrivée, elle se fait couler un bain et elle pique absolument tout ça tranquillement depuis quelques années. Elle prend toutes ces valeurs, toutes ces idées, les symboles, le langage et elle triomphe. Non, oui. Alors d'abord, je ne présenterai pas. Pour moi, il a plutôt raison sur presque tout. Si on l'avait suivi, ça irait mieux. Mais voilà. Pourquoi on ne l'a pas suivi? Pourquoi est-ce que la France n'a pas suivi François Ruffin? C'est-à-dire que c'est lui-même qui a joué à faire le néo-marxiste, hein, donc on peut y aller. Ah, il l'a dit. Donc il y a chez lui probablement une sorte de surestimation du paramètre économique. C'est-à-dire que c'est l'économie, c'est les classes, techniques, enfin tout ce qu'on veut. C'est aussi, quand on est là-dedans, on comprend pourquoi, quelque part, les percées du Front National sont des illusions. C'est-à-dire que c'est vrai que Marine Le Pen et ses copains se sont emparés de toutes les idées intelligentes qui naissent à la gauche de la gauche. Donc, des gens comme Sapir, enfin, de tous les producteurs d'idées utiles, en fait, et qui peut-être serviront un jour, mais elle ne pourra rien en faire. Parce que c'est des idées qui ne peuvent fonctionner que si, c'est comme un code, il faut ajouter à cette idée un idéal d'égalité et de progrès. Donc, par exemple, le protectionnisme. Donc, le Front National parle de protectionnisme. Mais l'idée protectionniste, c'est une idée économique, mais c'est une idée économique qui ne peut fonctionner que dans un certain contexte culturel et national. Et donc, le protectionnisme, fondamentalement, c'est la solidarité de tous les travailleurs sur un territoire. Donc, bien entendu, pour que ça marche, il faut inclure les immigrés et leurs enfants. Et donc, c'est quelque chose qui ne peut être vraiment mis en pratique qu'avec, en plus, un esprit de reconstruction nationale qui inclut tout le monde. Donc, quand le Front National parle de protectionnisme, il parle d'un machin qui, en fait, en pratique, n'a aucun sens. D'ailleurs, les premiers bénéficiaires de stratégies protectionnistes, ça serait les enfants d'immigrés, en fait, qui sont les plus faibles sur le territoire national. Oui, mais Emmanuel, pourquoi est-ce que Sapir n'y est pas arrivé? Non, mais vous citez, on va citer certains souverainistes, certains courants souverainistes, on va citer effectivement les idées de Sapir sur le protectionnisme, etc. Pourquoi est-ce que ce courant, qui date pas d'hier, dont vous êtes un compagnon de route, voilà. Ah non, un peu plus que ça. Hein. Je veux dire, j'étais l'un des premiers à faire une conversion. D'accord. Pourquoi est-ce que ça ne s'est pas imposé non plus? Parce que ça ne s'est pas imposé, mais ça ne veut pas dire que ça ne s'imposera pas. Ouais. Et je veux dire, il y a des virages, etc. On est aussi à un moment de l'histoire où le néolibéralisme est au bout de son cycle. On est dans un renversement, au bord d'un renversement de l'histoire qui dépasse largement la société française. On est aussi dépendant de ce qui se passe ailleurs. Donc le renversement est tout à fait possible. Et l'idée que les économies occidentales doivent se stabiliser et se reconstruire en utilisant plus de régulation et de protection, c'est une idée dont on peut tout à fait imaginer qu'elle progresse aux États-Unis. D'ailleurs, elle progresse en fait aux États-Unis. C'est ce qu'était le dernier discours d'Obama. Je veux dire, c'est des vagues planétaires quand ça se passe. Mais c'est simplement que si on passe
au niveau de l'analyse sociologique interne, il faut que la conversion à ces idées doit se faire chez les jeunes éduqués supérieurs. C'est-à-dire que l'histoire n'est pas faite par les masses populaires opprimées seules. C'est-à-dire que la magie de l'histoire de France, je veux dire, c'est ces phénomènes de bloc à un moment donné où tout le monde se retrouve d'accord contre 1% de supérieurs, des aristocrates à la lanterne et toutes ces choses-là. Mais il faut bien entendu qu'il y ait participation populaire, mais il faut aussi, dans les classes moyennes, et pas juste les classes moyennes inférieures, dans les classes moyennes supérieures et une partie des élites. Et actuellement, les jeunes éduqués supérieurs qui commencent à peser très lourd, ils sont, pour des raisons culturelles, ils sont dans des tripes hyper individualistes. Et c'est vrai qu'ils prennent tout dans la gueule, donc ça peut changer, parce que c'est eux qui prennent le plus les effets du libre-échange avec le monde ouvrier. Mais actuellement, ils sont plus dans visiter le monde ou foutre le camp et regarder à l'extérieur que dans un trip de reconstruction nationale. François On ne Ruffin. peut pas exclure que ça ne se passe pas. François Ruffin, le peuple lui-même ne peut rien sans des classes éduquées. Ça vous va, ça Ouais, C'est le prochain édito de Fakir. Non, c'est déjà... Le peuple ne peut rien. C'est l'édito de Fakir depuis maintenant un paquet d'années. À savoir que contre le divorce des deux cœurs sociologiques de la gauche et la nécessité d'une réunion des deux cœurs sociologiques, dans l'histoire de France, qu'est-ce que c'est 1789 ? C'est la capacité de jonction de la petite bourgeoisie intellectuelle ou d'une petite bourgeoisie intellectuelle à l'époque, à savoir les avocats, pour beaucoup, qui étaient les représentants du tiers-État de l'Assemblée nationale, de jonction avec les classes populaires des villes pour la Bastille, les classes populaires des campagnes avec la Grande Peur. 1936, le Front populaire, c'est la jonction des ouvriers et des intellectuels hostiles au fascisme. Bon, donc, mai 68, c'est la jonction difficile. Tout ça, c'est la jonction confrontation des étudiants. Une jonction qui n'a pas vraiment eu lieu en 68. Oui, mais bon, il n'y aurait pas eu mai 68 s'il n'y avait pas eu les deux, en tout cas. S'il n'y avait pas eu les étudiants et les ouvriers. Effectivement, aujourd'hui, par exemple, il y avait des unes de Charlie Hebdo sur le peuple moustachu qui était veule, qui allait dans les campings, qui buvait du pastis, qui jouait à la pétanque, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il y a toute une culture des éduqués qui s'est développée pour dénoncer le peuple comme étant un truc sale, un truc avec qui il fallait pas se mélanger. Ça provient effectivement des classes moyennes, oui, qui ont eu dans les années 70, après avoir divinisé le peuple après la Deuxième Guerre mondiale, je parle de chez nous, qui brusquement, dans les années 70, sont mis à en faire une espèce de beauf, qui d'ailleurs maintenant n'étonne personne quand ils votent pour le Front National. Voilà. Alors, ça veut dire qu'il y a eu deux phénomènes, un phénomène économique qui s'est conjugué à un phénomène culturel, c'est-à-dire qu'en même temps que les classes populaires se prenaient les pains de la mondialisation avec le secteur textile qui se barre, le bois et ainsi de suite dans la tronche, ils étaient discrédités sur le plan symbolique, représentés comme des partisans de la guillotine et du pinard, quoi. Et moi, je crois que si jamais on ne sort pas, mais je vois des signes de sortie de cette haine réciproque, pour ainsi dire, ou de ce divorce de classe, si jamais on ne sort pas de ça, bah oui, la suite est assurée pour... en tout cas, c'est vrai que quand je vois ce type de réflexe sur le peuple qui boit du pastis et tout ça, et que ça vient de mon camp, à savoir de la gauche critique, bah, ce sont des réflexes à combattre sur le champ, quoi. Des réflexes à combattre, mais ça ne dispense pas de réfléchir de façon concrète à ce qu'est devenu le peuple. C'est-à-dire que derrière ces caricatures, ces mises en boîte de prolos, il y a cette espèce de déception des élites d'extrême gauche de ce que le peuple, tout d'un coup, manifeste une aptitude à la révolution plus du tout certaine. Et la réalité, c'est que c'est vrai qu'actuellement, les milieux ouvriers, je veux dire, on en pris plein la gueule à cause de la mondialisation. C'est tout à fait évident dans le Nord, dans l'Est, etc. Mais je crois qu'il ne faut pas non plus oublier tout ce qui s'est passé pour les milieux populaires en termes de niveau de vie depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et l'acquis d'enrichissement, je vais faire le coup vache, mais régulier. Cher ami, vous êtes trop jeune pour avoir vu comment vivaient les gens au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale avant les 30 Glorieuses. C'est-à-dire que c'est vrai que les milieux populaires sont potentiellement en grande souffrance et avec des destructions de mode de vie, mais le niveau de vie atteint par les milieux populaires, quand on a connu l'immédiate après-guerre, est incroyable. C'est-à-dire que... Oui. Non, si. Emmanuel, bien sûr, Oui, on parle de niveau de vie. On parle de niveau de vie. Oui, mais les gens... C'est-à-dire, ce qui est très difficile quand on est dans la pensée critique, c'est d'accepter l'idée que dans une bonne partie des milieux populaires, ce qui domine, c'est la peur de
perdre l'acquis. Et c'est évidemment encore plus fort pour les gens qui ont connu cette période de l'après-guerre. C'est-à-dire que les gens qui ont connu les périodes où les gens n'avaient pas de salle de bain, pas de toilette, où il y avait des seaux à merde et des choses, où les gens n'avaient pas de voiture. Donc il y a cet acquis d'enrichissement. Oui. Et donc ça donne, par exemple, je veux dire là, alors les ouvriers, ils votent Front National, ils sont pas contents, ça ne suggère pas une grosse adhésion à l'idée d'égalité, mais l'un des phénomènes incroyables auxquels on a assisté au début de la dernière période de désindustrialisation, c'est des gens il y avait encore une époque où les gens voulaient sauver leur outil de travail, et ensuite le problème c'est d'arriver à l'âge de la retraite pour sortir du jeu économique complètement et atteindre, comme dans les jeux là, aux banques, atteindre le moment où on devient un petit niveau, mais quand même à un niveau qui est très élevé par rapport à ce qui existait avant, un rentier du système. Alors ça, évidemment, pour les jeunes, c'est affreux. Il y a aussi cette dimension des classes d'âge. Donc je pense qu'il ne faut pas... La mise en boîte des milieux populaires, style Harakiri, est simplement insupportable. Vraiment insupportable sur le plan moral. Mais on ne peut pas se dispenser d'une analyse de ce que sont devenus les milieux populaires et de l'adhésion, quand même, malgré tout, d'une bonne partie de ces milieux populaires, de soumission à l'idée d'inégalité, malgré tout. La grande différence, quand même, qui pouvait exister entre ces époques que j'ai vécues, vous moins, mais moi plus, c'est quand même qu'il y avait un espoir. Demain, ça ira vachement mieux. Et qu'on le veuille ou non, il y avait une foi qui a été trompée, comme on sait, dans le communisme. Il y avait les églises aussi, qu'on oublie toujours là-dedans, et qui portaient aussi une vision d'espoir. Il y avait aussi une certaine droite technologique qui... Demain, ce sera vachement mieux. Il y avait des innovations technologiques tous les jours. Il y avait une espèce de devenir et une sorte d'espoir, d'espérance. Chacun avait la sienne, en gros. Ça, je la trouve plus du tout aujourd'hui. Oui, mais ce qui est très difficile d'accepter intellectuellement, c'est l'idée qu'une bonne partie des problèmes qu'on a aujourd'hui, de cette inertie, de ce conservatisme généralisé, c'est le résultat du succès des attitudes antérieures. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de payer la note idéologique pour le succès de cet espoir et de cette activité de la droite, de la gauche, etc., réunis. Et donc là, on arrive à un moment on est comme sur une sorte de plateau. D'ailleurs, il y a une sorte de... Peut-être ça va redémarrer, d'ailleurs, sur le plan éducatif. Peut-être que... l'histoire n'est pas terminée, elle continue. Hein. Pour moi, c'est la même chose de dire, il y avait un espoir, on allait en avant. Et puis de dire maintenant, ça y est, on est arrivé à un plateau, tout le monde est très enrichi. Alors, la société commence à souffrir, à se déliter sur ses franges. Peut-être maintenant, on en est à 20% de gens qui vont pas bien. Mais il y a des verrous suffisants. Il y a des régions, des blocs, la région parisienne ou les grandes métropoles régionales. Et puis, il y a des tranches d'âge qui sont de plus en plus importantes avec le vieillissement. Et il y a un phénomène actuellement de stabilisation conservatrice de la société. Mais je veux dire, de toute façon, là où Ruffin a complètement raison, c'est que si on en reste là et si on ne fait pas comme il dit, ce qui reste d'industrie va foutre le camp, le niveau de vie va baisser comme en Angleterre. Et puis là, on peut se garantir qu'on est reparti pour un tour de manège beaucoup plus agité. Venez rejoindre la communauté. Oh, l'humain, ça patifole, ça fredonne en bleu et or, ça flotte au vent et ça s'affole. Ça nous nargue splendeur d'étoiles en cercle sous nos yeux. Et réunification de vieux colons de notre histoire qui mènent les foules aux abattoirs, rassemblés pour fuir leur mémoire. Ça fédère cette ambiance austère et ça m'amène dans ce calvaire. Ça vient d'en haut, c'est traître mort. L'euro, c'est la monnaie, pour concurrence, c'est le dollar. Pour les renards de la finance, ou les avars sans conscience, ça change rien à ton ghetto. Faudra toujours se lever tôt, l'économie de nos pays est partie bien loin de nos vies. Attention, messieurs, dames, on va commencer deuxième tour, référendum pratique. Ça parlemente et ça s'évente, ça s'enrichit de grands slogans et ça s'oriente dans la vente en oubliant la vie des gens ou en nous prenant en otage, loin des cultures et du partage, d'un monde qui se voudrait plus sage, loin de l'amour et du visage, pourrait briser toutes les frontières sans devoir marchander son frère. Hey, à quoi bon s'unir pour être plus fort si l'on s'enlise dans cet temps? On l'a
parler d'Europe sociale, mais on a eu une banque centrale. Ils veulent combattre l'Amérique sur le terrain économique. De la fusion, fonds de pension, ils construisent notre prison. Et pour leur fric avec la peau, c'est qu'ils n'auront pas d'euros. L'euro c'est la monnaie pour concurrencer le dollar. Pour les renards de la finance, ou les amas sans conscience, ça change rien à ton ghetto. On a toujours seul métro, l'économie de nos pays est partie bien loin de nos vies. Alors nous voilà, on va commencer l'émission maintenant. On va commencer l'émission, on va parler, là ça nous amène au protectionnisme, ça nous amène à l'Europe et ça nous amène à l'euro et au deuxième bouquin que sort François Ruffin, faut-il faire sauter Bruxelles ? Je vous pose la question, tiens Emmanuel Todd, vous voyez avec Ruffin en train de faire sauter Bruxelles tous les deux. Je ne suis pas un violent, mais le titre me plaît beaucoup. Oui, enfin, Bruxelles a longtemps été le faux nez du gouvernement français voulant réformer au nom de Bruxelles. Maintenant, Bruxelles est ça aussi, et en plus le faux nez de Berlin, puisque beaucoup de décisions sont prises à Berlin. Mais Bruxelles en soi, la région bruxelloise, l'appareil bruxellois, pour moi est juste une vaste zone de corruption, c'est-à-dire d'exécutants surpayés, des diverses oligarchies nationales, une zone de corruption. Je veux dire, c'est sauter Bruxelles, nettoyer. Oui, bien sûr, en un sens administratif, parce que la ville de Bruxelles et les Bruxellois sont géniaux, c'est ça le paradoxe. Tout à fait. Bon, faire sauter Bruxelles, ça veut dire en finir avec l'Europe. Mais c'est toujours des mots, c'est-à-dire les gens qui disent en finir avec l'Europe. Ils parlent comme si l'Europe... Non, mais cette Europe-là, Oui, bien sûr, évidemment. Évidemment, la seule solution, une fois que le niveau de vie aura, je dirais, suffisamment baissé, évidemment, les seules solutions sont dans un retour c'est même pas d'une idée, c'est d'une action de gauche dans un cadre national. C'est-à-dire, mais ça ne peut marcher qu'avec l'idée d'égalité, de solidarité, d'intégration des immigrés. Je veux dire, l'Europe est devenue une machine à ne rien faire, ou une machine à obéir à l'Allemagne maintenant. Donc bien entendu qu'il faut faire sauter Bruxelles et de se débarrasser de ce fatras. L'autre jour, on avait un auditeur, un routier, on a pas mal de routiers qui nous écoutent l'après-midi. Le gars, il disait, il y en a marre de tous ces Polacs qui viennent bouffer il disait pas le pain des Français, mais qui travaillent pour le quart des salaires qu'on a. Il disait, Daniel, il faut remettre des barbelés. Non, mais moi, alors on s'est dégonflé de passer le message et puis... Non, ce que je dis, c'est qu'on ne peut pas agir. Je recommanderais la même chose pour les autres. C'est-à-dire que si les nations européennes existent, je veux dire, c'est des constructions de l'histoire. Les gens ont pu rêver qu'on les fasse disparaître. À la limite, le traité de Maastricht a été voté. Les Français ont voté à un moment donné pour disparaître sur le plan monétaire. Et donc, il n'y a pas de nation, pas d'État sans monnaie. Donc, Mais le problème, c'est que ça va au-delà de la théorie du droit constitutionnel et de la démocratie. Je veux dire, apparemment, ce qu'on constate actuellement, en Europe, c'est que les peuples ne peuvent pas voter leur propre disparition. Ils existent à l'insu de leur plein gré. Mais c'est la même chose pour les Italiens, pour les Espagnols, pour les Polonais. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on dit, les sociétés d'Europe orientale ne vont pas bien du tout. Et je veux dire, hors de ce cadre national, la démocratie ne peut pas fonctionner, les individus, les citoyens ne peuvent pas être responsables, on ne peut pas prendre de décisions économiques. Et donc, ce n'est pas juste de se protéger contre les autres. Il s'agit de se mettre dans un cadre où on peut agir solidairement et être responsable de soi. À quoi ressemble ce cadre ? Alors, si c'est pas... On revient aux États-nations ? Ouais. Oui, d'accord. Je veux dire, la nation, c'est un truc qui marche. L'un des raisons des succès de l'Allemagne, c'est qu'elle est dans un trip national depuis 1990. Je veux dire, les gens ne voient pas que les pays qui réussissent ou qui arrivent à retomber sur leurs pattes sont dans des modes de fonctionnement explicitement ou implicitement nationaux. On va ployer ça commence sous une pluie de bouquins au sujet de la Première Guerre mondiale. Oui. Et je vois déjà les éditos partout qui vont être voilà à quoi a conduit le nationalisme et les nations. Oui, je suis sûr qu'on va avoir des éditos comme ça. On va surtout avoir un chef-d'œuvre de révisionnisme, puisque l'européisme, pour un historien sérieux, est un révisionnisme. La théorie, c'est le thème de la guerre civile européenne. C'était lancé par un Allemand, là, je ne sais plus si c'était Nolte ou un autre, du genre « Oh, c'est affreux, les peuples d'Europe se sont déchirés au XXe siècle, etc. » Et l'Europe, il y a mis... Bon, non. Ça, c'est une histoire complètement bidon. L'histoire du XXe siècle, c'est l'Allemagne est devenue cinglée 2 fois de suite. Et tous les mecs autour en ont pris plein la gueule et il a fallu tenir. Et finalement, c'était tellement violent que c'est pas du tout l'Europe qui a résolu le problème. C'est l'armée rouge et l'armée américaine.
Mais c'est un révisionnisme. Donc on se met dans ces états d'esprit où les Français doivent se raconter que la Shoah, c'est leur responsabilité. Oui. C'est pas vrai. Je veux dire, c'est juste pas vrai. Je veux dire, les Juifs en France ont eu le taux de survie le plus élevé d'Europe, malgré Vichy. Oui, donc c'est simplement... J'imagine qu'on va entendre des monceaux d'âneries... alors que dès les premiers jours de la guerre, l'armée allemande en Belgique a commis des atrocités en 1914 en utilisant des civils belges comme boucliers humains. Et François Ruffin, moi, on se connaît depuis pas mal de temps. Je t'ai vu développer ton idée protectionniste, mais timidement, peu à peu. En te disant toujours, si ça se trouve, je suis en train de parler comme au Front National, je suis en train de parler comme Marine. Donc c'est pas évident. Todd, il fait ça depuis... mais je veux dire, maintenant ça va, et puis bon, oui. voilà, mais il y a des moments où c'était tangent. Je veux dire, le nombre de mecs qui ont essayé de mettre dans un coin... Le perroquet de Marine. Non, ben c'était avant, c'était une autre époque, oui. Mais c'était une sorte de jeu, je donne pas de nom. Je pense qu'il y a un truc qui se déroule là, c'est il y a une bataille idéologique interne à la gauche critique. C'est-à-dire qu'effectivement, pendant très longtemps, se dire que le traité de Maastricht, non, on ne voyait pas trop. L'euro, est-ce que c'est vraiment une bonne chose? Remettre des taxes aux frontières, pourquoi pas? Ce genre de choses-là était censuré et se produisait une autocensure chez ceux qui se posaient la question. Parce que dominer à gauche, c'est-à-dire avec le Parti socialiste, l'espoir européen, l'espoir de la libéralisation mondiale. Et par ailleurs, dans la gauche critique, il y avait un altermondialiste, et il y a toujours un intermondialisme qui espère que le monde il va y avoir une instance qui va gouverner le monde autrement, où les peuples vont se réveiller et orienter le monde autrement à l'échelon mondial, ou un alter-européisme qui espère que les peuples européens vont se réveiller tous de concert et envoyer des représentants différents au Parlement européen, ou alors faire une révolution commune et que ça va bouleverser la face de l'Europe. Et donc en fait, on a une bataille interne à la gauche critique qui se déroule en ce moment, mais qui se déroule depuis un certain temps, où ces alter-mondialistes, alter-européistes, qui sont aussi mes camarades, mes copains, mais ont eu longtemps le vent en poupe, ont dominé la sphère publique, ont été des invités de l'émission Là-bas si j'y suis, ont écrit dans le Monde Diplo et écrivent dans le Monde Diplo et ainsi de suite, et où en ce moment il y a un groupe informel d'intellectuels qui fait entendre un autre son de cloche sur la question de l'euro, sur les questions européennes, sur les questions de la mondialisation, sur les questions du protectionnisme. Il y a Aurélien Bernier, il y a Emmanuel Todd, il y a Jacques Sapir. Non, je dirais que ce qui est important, c'est Ruffin et Bernier, parce que la question de la stratification par âge est très importante. Je suis démographe, donc, et actuellement, je commence à militer pour l'extermination de ma propre tranche d'âge. Hein, je suis à 2 ans de la retraite. Et honnêtement, ce que les gens de mon âge pensent n'est plus tellement intéressant. Les idées, en général, ne meurent pas au terme d'une joute intellectuelle extraordinaire. Elles meurent avec les gens qui les portent. Hollande et Sarkozy doivent avoir quelques années de moins que moi, mais bon, en gros, à la louche, c'est quand même un peu la même génération. C'est des mecs qui pensent plus depuis 30 ou 40 ans, qui sont fatigués. Là, il y a simultanément une faillite du système qui devient évidente. On va assister au naufrage intellectuel et politique d'une génération. Et puis, il y a d'autres générations. Moi, quand je faisais des conférences au début sur Maastricht, j'ai vraiment une déformation de démographe. Hein. Je vois le monde par tranche d'âge et par structure familiale. Et donc, au moment de Maastricht, les salles d'opposants, c'était des vieux. C'était des vieux. Et ce qui est tout à fait évident maintenant, c'est que les attitudes critiques sont en train de se déplacer en termes de tranche d'âge. Donc ça bouge, en fait. Alors, cela dit, il me semble qu'au stade actuel, vu la vitesse des évolutions en Europe, j'ai pas l'impression que les évolutions idéologiques en France arriveront à maturité avant une crise du système qui viendra pour des raisons internationales. Mais qu'est-ce qui fait mûrir les mentalités? C'est bien, c'est qu'il me coupe la parole pour me dire que je dois la prendre. Vous pouvez couper tout, là. Oui, pardon. Oui. Non, c'est ouais, bon. vas-y. Non, dans un autre entretien qu'on avait eu, Emmanuel Todd soulignait qu'on était dans cette bataille idéologique dans un moment d'homogénéisation d'une contre-pensée. C'est-à-dire que la difficulté, c'est que jusqu'à maintenant, pour résister au système dominant, en gros, à la pensée libérale, il faut des égos assez forts, me disait-il, oui. Parce qu'on a en face un rouleau compresseur et effectivement, il faut un certain orgueil pour y résister. Ce qui fait qu'il y a une somme d'idées différentes, chacun sur son précaré, et qu'on est dans un moment peut-être où il y a une homogénéisation d'une pensée critique sur l'euro, sur l'Europe qui est en train de se construire, quoi.
ce qu'il faut bien voir, c'est que l'une des grandes forces de ce qu'on appelle la pensée unique, c'est pas que les gens sont porteurs de leurs idées d'une façon très nette, très violente et très déterminée. J'ai beaucoup réfléchi à ces phénomènes de croyance ces derniers temps, d'ailleurs au niveau du système familial, plus que ces idées-là. Mais c'est que ce qui fait la force d'une idéologie, c'est qu'elle est faiblement portée par beaucoup d'individus qui pensent très peu. Des gens, on peut prendre, il y a quelque temps, on aurait pu prendre des gens au pouvoir, on aurait pris des gens de droite, mais là, c'est des gens de gauche. Donc, c'est quoi? Bon, Hollande, Fabius, Moscovici, Sapin, tout ça, c'est des gens qui pensent très peu. Je pense que ça serait une erreur de croire qu'ils ont le cerveau et l'esprit rempli d'une forte volonté, avec une morale d'un certain type, une réflexion extraordinaire. Fondamentalement, c'est des gens... Peut-être même ne pensent-ils pas du tout. C'est-à-dire, moi, quand je vois des gens comme Moscovici ou Fabius ou Hollande, eux, je les ai vus, je ne connais pas bien, mais je les ai vus à beaucoup de portées. C'est des mecs que j'ai jamais entendu dire un truc intéressant ou intelligent. Et il m'arrive de penser, de me dire, mais peut-être, en fait, ce sont des puceaux de l'esprit. C'est des gens qui ne savent même pas ce que c'est qu'avoir une idée. Quelque chose comme ça. Et donc c'est vrai qu'en face, un mec comme Sapir, il a des idées, il y a des époques où j'étais pas d'accord avec lui, et c'est vrai que les gens qui ont résisté à ça sont... peut-être qu'on est tous un peu givrés quelque part aussi, il y a une sorte de rayure qui